Bonsoir à tous. Moi du coup je suis Quentin Esturgeon. J'ai fondé Grand Mur en revenant sur Rennes parce que j'étais à Lille avant et j'avais une agence de communication classique. Je faisais de la production de contenu, donc très orienté communication, marketing, branding. Et en revenant sur Rennes, je me suis spécialisé dans l'intelligence artificielle pour créer du contenu, tout en gardant ma partie production classique, parce que les deux sont quand même liés. Moi, je vais vous faire un peu mon retour d'expérience avec l'IA sous le prisme un peu de la direction artistique et de la création de contenu. Donc là, ça fait un peu peur. Je suis pas développeur, pour ça, je vous confirme, je suis bien directeur artistique. Mais c'est un peu cette slide-là, je l'ai fait volontairement parce qu'on me demande souvent quel est le meilleur outil aujourd'hui en IA quand on veut faire une création. Et c'est un peu difficile de répondre à cette question-là parce que à chaque fois il y a plein d'outils qui ont des forces et des faiblesses pour des styles d'images différents. Et il y en a pas un qui va être, il y en a qui sortent du lot forcément, mais il n'y en a pas un qui va être à chaque fois, on va pouvoir donner un nom à chaque fois pour un style. Donc c'est pour ça que voilà, j'aime bien montrer un peu, voilà, j'ai fait cette slide-là avec plein de modèles d'IA qui existent aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois, il y en aura la moitié qui n'existeront plus, sûrement même. Et dans 6 mois, il y aura aussi une grande partie qui auront updaté et qui seront plus dans la même classe dans leur classement ou dans leur utilisation au quotidien. Moi, en tout cas, mes process, ils changent très régulièrement et je n'utilise pas les mêmes outils en fonction de chaque projet. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a par contre des agrégateurs d'outils d'IA, de modèles, qui eux vont permettre, quand on commence en IA, de pouvoir facilement utiliser certains modèles, tester certains modèles et voir ce qui marche bien, voir ce qui ne marche pas. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de connaître un peu chaque modèle, leurs forces, leurs faiblesses. Donc quand on commence, par exemple, moi je peux conseiller d'utiliser Crea.ai, qui a une interface assez facile d'utilisation, pour pouvoir tester en tout cas plein de choses. Il en existe beaucoup, des agrégateurs autant pour du local que voilà, qu'en externe. Il y a aussi des agrégateurs qui existent plutôt orientés pour les développeurs. Je ne l'ai pas mis parce que moi j'en utilise pas beaucoup dans ce contexte-là, mais où vous allez pouvoir avoir des API de certains modèles et vous allez pouvoir avoir surtout un meilleur qualité-prix. C'est-à-dire que les coûts à la génération vont être beaucoup plus faibles parce qu'ils font des achats de masse de tokens et du coup ils vous les reproposent à un prix plus faible que si vous passez sur les modèles propriétaires de ces modèles d'IA. Donc c'est intéressant de le savoir. Normalement à ce moment-là, je serais censé vous faire une démo d'une image qui vous montre que l'IA ça peut être magique et on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais je ne vais pas le faire parce que générer un prompt en 10 secondes, tout le monde peut le faire. Mon neveu de 12 ans, il peut le faire, il le fait, il génère des très belles images. Donc ça ne sert pas à grand chose. Ce qui va servir plutôt dans ma réflexion et dans ce que je vais vous dire, c'est plutôt quand une marque cherche à créer une identité visuelle, un visuel, une vidéo, une publicité, c'est un peu la réflexion qu'elle a derrière, c'est de se dire pourquoi elle veut le faire, comment elle va le faire, quel style elle va lui donner, quel contexte, quelle ambiance, etc. Et c'est plutôt tout ce travail-là qui se fait pas en 10 secondes, mais avec plusieurs années d'expérience pour réussir à cerner tous ces détails et à placer les curseurs pour faire que tout soit aligné avec la marque. Donc on pourrait faire aussi le jeu de se dire, dans ces photos-là, quelles photos sont des photos réelles d'images créées par l'IA. Mais je ne vais pas faire non plus ce jeu-là ce soir parce que, d'une part, parce que c'est que des visuels faits par l'IA, mais aussi et surtout parce que l'image et le réalisme derrière l'image, c'est très subjectif. Et c'est cette subjectivité-là qui est un peu compliquée quand on parle d'IA parce que quand on a des classements, des choses comme ça, il y a toujours ce côté subjectif d'une image. Pour quelqu'un, on ne va pas avoir la même notion de dire que cette image-là, elle fait moins réelle qu'une autre en fonction des aspects qu'on a de chacun à travers une image. Donc ça, c'est important de le garder en compte dans tout ce que je vais dire aussi. Parce que l'attendu de réalisme, aujourd'hui, on l'a atteint.
en tout cas en image, quand on a des attentes au maximum en termes de qualité de rendu réaliste, on peut l'atteindre. Et moi, je l'ai vérifié avec des projets que j'ai fait cette année, où j'ai testé moi-même, ou mes clients ont testé de leur côté, où on fait ces tests-là. Et voilà, le photoréalisme, on l'atteint quoi qu'il arrive, quand on veut l'atteindre, en tout cas en image. Donc ça, c'est possible. Mais ce qu'il faut bien se poser en termes de questions, c'est plutôt quel style on veut aller chercher, etc. Et souvent, en fait, on a des biais qui vont se dire que quand on a des images un peu plus contrastées ou des images un peu plus banque d'images un peu plus corpo, on va direct se dire ah, ça peut être de l'IA. Donc on va essayer d'aller faire des styles un peu plus d'autres styles d'images qui vont refléter un style plus réaliste, qui va refléter en tout cas dans notre inconscient un style plus réaliste. Mais il ne faut pas prendre ce biais en compte là, parce que voilà, quand on crée de la communication, quand on crée des supports, il faut surtout prendre en compte ce qu'on veut créer. Et c'est ça le plus important. Et petite anecdote aussi, j'ai eu un client récemment pour le côté encore photoréalisme qui m'a dit qu'il avait directement imprimé. Donc moi c'était un projet où je devais faire de l'upscaling pour une image qui était imprimée en vitrine en grand format, donc avec un rendu de réalisme aussi très poussé. Et il m'a dit que en envoyant l'impression, où normalement les imprimeurs sont censés bien examiner le fichier, etc., s'était même pas rendu compte que c'était de l'IA. Donc ça montre bien en tout cas que ce côté photoréalisme, on l'a aujourd'hui. Parce que surtout les imprimeurs, ils ont besoin de regarder assez en détail pour pouvoir imprimer en bonne qualité certaines images. Donc voilà, ce côté photoréalisme, en tout cas en image, on l'a aujourd'hui. Ça se traduit aussi, comme je disais, par le style. Forcément, des fois, quand on demande à prompter par un style avec un flash ou un style photo d'appareil amateur, etc., on va avoir ce côté qui va être plus facilement, dans l'inconscient encore une fois, reconnaissable comme du réalisme. Mais voilà, c'est pas la plus grande des questions à avoir aujourd'hui. On sait qu'on peut l'atteindre en tout cas sur l'image. Donc aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous montrer que des outils, mais je vais vous montrer aussi pourquoi les outils ne résolvent rien dans le travail créatif. La question aussi qu'on peut se poser quand on est créatif, c'est pareil, comme il y a eu en 1963 par exemple avec Kodak qui a lancé l'Instamatic, avec ce slogan You press the button, we do the rest, où là, tous les photographes professionnels, on peut se dire, on donne accès à tout le monde à un appareil photo, c'est un peu la fin de notre métier. Avec un peu de recul, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas le cas. Pareil, quelques années plus tard, avec les logiciels Adobe, etc., Photoshop ou les dessinateurs en agence de com, on est passé de faire du dessin à passer sur des logiciels. Encore une fois, c'est les métiers qui ont changé, mais le travail de créativité est toujours resté. Et pareil, c'est pas parce qu'on donne une caméra à tout le monde dans les mains qu'on va savoir faire une photo derrière. Donc c'est un peu la question aujourd'hui, est-ce qu'on est dans la même situation technologique, est-ce que l'histoire se répète ou est-ce qu'il faut vraiment avoir peur ou pas cette fois? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'IA du coup est créative? Parce que le problème, c'est avec en tout cas que je vois moi, c'est avec la démocratisation et la facilité d'accès à tous ces outils, on laisse un petit peu, on tend le micro à beaucoup de gens qui s'y connaissent bien en IA, mais qui s'y connaissent moins en création de contenu visuel. Et du coup, ça crée un discours des fois un peu biaisé sur des discours où on dit directement que c'est incroyable et que ça va tout révolutionner et qu'on va pouvoir tout faire d'un clic. Le fait est que ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a tout ce travail justement derrière la créativité qui fait que voilà, c'est plus du factuel, mais on est sur des choses, comme je disais tout à l'heure, subjectives derrière l'image, donc qui va demander de comprendre les subtilités un petit peu humaines, et ça pour une IA c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai voulu faire un peu, pour répondre à cette question, j'ai voulu faire un peu le travail de me dire, de me mettre à la place d'un entrepreneur, vraiment lambda, qui crée par exemple une marque de kombucha, qui arrive sur le marché, donc on est sur un marché qui est quand même en croissance, le kombucha. Et je me suis dit, qu'est-ce que je ferais si j'avais une marque de kombucha pour me démarquer parmi toute la concurrence qui va arriver sur ce marché-là. J'ai créé en fait un prompt basique que j'ai demandé à une IA de me faire pour créer une affiche de kombucha. Donc voilà, généralement une affiche publicitaire pour ma marque de kombucha, c'est une marque de kombucha pour ceux qui veulent boire un peu moins d'alcool, avec des goûts exotiques, naturels, bons pour la santé, soit créatif. Je veux que ça explose de saveurs, que ce soit dynamique, frais, moderne et que ça reflète que mes boissons sont les meilleures.
le résultat, on a ces deux résultats-là. Donc là, j'ai pris, je ne sais même plus quel modèle, j'ai pris le modèle qui est de base dans Perplexity. Et j'ai voilà, deux visuels qui sont bons. Enfin, on a une bouteille en 3D, on a une explosion de saveurs comme on le veut, on a du texte qui est plutôt bien fait, en tout cas il n'y a pas de faute dans le texte. Donc on arrive sur un résultat qui est plutôt correct, en tout cas qui correspond à ce que j'ai demandé avec mon prompt. Mais est-ce que derrière ça va être créatif? Est-ce que je vais pouvoir émerger parmi tous mes concurrents qui vont pouvoir faire la même chose avec un prompt aussi basique que j'ai demandé à l'IA? Ça va être un peu plus compliqué parce que là, il n'y a pas vraiment une ADN qui sort ou quelque chose qui va faire qu'on se différencie. En branding, c'est ce qu'on cherche surtout, c'est à se différencier et à montrer en quoi on va être différent pour que les gens achètent plus notre kombucha qu'un autre. Donc j'ai essayé de modifier un petit peu ce prompt-là pour aller un peu plus loin dans ce côté la créativité, de vraiment, au sens propre du terme, de faire naître quelque chose de nouveau. Donc je lui ai précisé, je veux que tu sois créatif, c'est-à-dire d'être différenciant, je ne veux pas ressembler aux autres marques qui existent déjà, je veux être distinctif et que ce soit unique, fort visuellement pour attirer par exemple les jeunes. Du coup j'ai eu ce résultat-là. Encore une fois, ce résultat il est bien, il correspond vraiment à ce que j'ai demandé, donc vraiment de manière factuelle et de manière probable, comme on disait tout à l'heure, l'IA va me donner ce que je demande le plus, quoi. Mais après, voilà, c'est encore une fois, c'est au travers de la créativité, c'est est-ce que ça va correspondre avec l'ADN que je porte vraiment pour me démarquer. Et c'est vraiment cet alignement-là qui est le plus important quand on travaille en communication, en branding, c'est cet alignement de planète entre ce qu'on est, ce qu'on vend, son marché et son public. Et ça va vraiment, ce côté subjectif, ça va vraiment être difficile pour une IA d'aller vous le chercher à votre place. Donc tous ces insights culturels du moment, les codes visuels qui émergent auprès de votre cible, les choses qui vont vous différencier parmi les 100 autres marques de kombucha, le bon ton juste pour votre marque, pas juste un ton générique. Donc tout ça, ça va être un peu plus compliqué. C'est ce travail-là que vous devrez toujours guider l'IA pour vous faire naître ces idées-là. Donc ça peut être un booster de créativité, mais ça ne remplacera pas votre créativité. Vous devez toujours rester le guide derrière l'IA. Donc c'est pour ça que je dis l'IA est générative et pas créative. Elle génère des contenus, mais elle ne remplace pas le branding et la stratégie créative. Par contre, du coup, elle peut amplifier notre créativité. Je voulais mettre un peu deux exemples aussi face à face. Un, je pense que beaucoup a vu pendant les périodes de Noël, c'était la pub de McDonald's totalement faite en IA, et une autre pub aussi totalement faite en IA pour Liquid Death, qui est une marque de boissons gazeuses, de l'eau gazeuse en canette. D'un côté, on a une pub qui a très bien marché, c'est un banger. J'ai pris le premier message qui était marqué en dessous. Et de l'autre côté, on a une pub qui a été retirée au bout de 3 jours par la marque, qui était un désastre monstre. On voit que la personne qui dit juste en dessous le premier commentaire, c'est la pire des publicités que j'ai jamais vues. Donc pourquoi, si on analyse un peu ces deux publicités qui ont été faites 100% avec l'IA, McDonald's, derrière, en fait, c'était pas l'utilisation en soi de l'IA qui a causé un peu ce problème-là, c'est plus, comme je disais tout à l'heure, l'intention créative. Ils ont voulu utiliser l'IA juste comme une tendance et juste comme une façon de créer une publicité, pas comme donc c'est pas une stratégie créative en fait suffisante pour justifier un concept. McDo, encore plus la pub au moment de Noël, on cherche à fédérer, à montrer des moments de partage, de joie, de famille. On attend en tout cas les marques comme McDo, comme Coca-Cola sur cet aspect-là. Et là, c'était pas le cas. Donc c'était pas encore une fois aligné avec le fait d'utiliser l'IA. C'était pas justifié. Donc on a un travail qui était visible parce que soit l'IA, la vidéo en IA était plutôt bien faite. Ils se sont même justifiés avant de supprimer leur vidéo, comme quoi leur équipe n'avait pas dormi, etc. Et je veux bien le croire, il y a du travail derrière, mais ça ne remplace pas que la créativité, en tout cas stratégique, en amont n'était pas du tout présente. Derrière Liquid Death, eux, ils avaient une intention qui était totalement alignée avec qui ils sont, c'est-à-dire l'humour un peu absurde, l'humour sombre qu'utilise déjà la marque. Donc ça faisait sens d'utiliser l'IA. Ils inventent l'IA c'était une vidéo qui a 6 mois, donc l'IA qui n'était pas totalement parfaite. En plus, elle inventait un peu des choses. C'était un peu bizarre dans la créativité, mais ça renforçait leur alignement avec qui ils sont, de créer un peu ce weird humour qu'ils aiment bien utiliser. Et du coup, ils avaient un concept fort, un concept qu'on a peu de chance à voir en premier jet avec un LLM, en tout cas du premier coup, qui était un concept que vous pourrez aller voir, mais voilà, on a des choses absurdes qui vont être difficiles d'avoir du premier coup.
et une DA, pareil, esthétique qui était cohérente. Donc derrière, en fait, je veux dire ça surtout parce que demain, il y a des managers ou en tout cas des responsables de marque, des DIRCOM qui vont se dire, qui vont rester en tout cas au premier stade de se dire, en fait, j'ai vu que McDonald's a déjà utilisé l'IA dans une publicité dans sa com, du coup, je ne vais pas le faire, c'est trop risqué. Ça ne sert à rien de se prendre des coups de pelle, on ne veut pas ça, donc on va essayer d'éviter un petit peu ça. Et derrière, demain, il y aura d'autres managers qui vont se dire, ok, McDonald's, ils ont compris que ce n'était pas la bonne stratégie, ils n'ont pas utilisé l'IA comme elle devrait être utilisée. Mais par contre, ils verront que Liquid Days a fait des choses, ils ont réussi, et du coup, le potentiel du l'IA, il est vraiment là. Il faut juste réussir à trouver ce qu'on veut dire avec, le bon concept, le bon message, et si on l'aligne, ça peut être puissant. Donc la deuxième question aussi que j'ai beaucoup quand on vient me voir, quand des clients viennent me voir et qui se posent la question d'utiliser l'IA, c'est est-ce que ça crée une perte d'authenticité quand on utilise l'IA? C'est une peur que beaucoup de mes clients ont. C'est une peur qui est totalement légitime parce que l'authenticité aujourd'hui c'est un pilier hyper important pour garder la confiance de ses clients. On veut que les marques soient authentiques dans toute leur communication. Et du coup c'est vraiment une question qui est importante à leurs yeux et je la comprends. Donc moi j'aime bien répondre et c'est un peu le suivi de ce que j'ai dit précédemment, que l'IA ça reste un outil, mais c'est et ça reste qu'un outil et l'authenticité elle se joue vraiment dans la façon dont on va utiliser cet outil. Et j'ai pas pris d'exemple parce que je voulais pas non plus être trop piquant et peut-être que je savais qu'on était filmé donc je vais pas prendre des exemples de marques qui existent, mais je pourrais prendre des tas d'exemples encore de marques qui créent du contenu en production classique peut-être, mais qui ne sont pas du tout authentiques dans leur façon de créer du contenu. Ils vont toujours montrer par exemple leurs produits, parler d'eux-mêmes, ou être centrés un peu sur eux-mêmes, et c'est pas ce qu'on attend d'une marque qu'on a envie de suivre sur les réseaux sociaux, d'être authentique. Derrière ça, si on utilise l'IA pour son parti pris un peu absurde, humoristique, etc., on peut trouver des biais stratégiques pour justement garder un peu ce lien avec sa communauté et son public pour, par exemple, être focus sur la réalité de notre société, parler de choses vraiment avec qui, sur des piliers de contenu de sa marque et faire en sorte qu'on va être transparent, authentique, même si on utilise l'IA. Donc c'est pour ça que je voulais un peu revenir sur cette question-là et dire que si aujourd'hui on peut l'être, c'est toujours une intention, en fait, l'intention créative qui va faire qu'on va réussir avec l'IA ou pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tous mes clients qui sont passés à l'IA aujourd'hui ne reviennent pas en arrière. Quelle est l'IA générative aujourd'hui? Quelle IA en tout cas est la meilleure? Je peux revenir un petit peu sur cette question pour donner quelques éléments de réponse quand même. C'est que d'une part, il ne faut pas se fier au classement parce que les classements jugent surtout le respect du prompt. Donc c'est pour ça que depuis plusieurs mois, on voit souvent que les meilleurs IA classés, c'était ChatGPT en termes d'images, de génération d'images. Moi, c'est pas le cas, je l'utilise quasiment pas cette IA-là parce qu'il y a ce côté derrière, il y a un filtre un peu jaune comme on a tous vu, ou ce côté un peu trop lisse derrière les images qui fait que on n'a pas ce côté photoréalisme par exemple quand on cherche ce style-là en particulier. Donc chaque modèle en tout cas a ses spécificités. Il faut comprendre les meilleurs résultats qu'on va avoir avec chaque outil. Et donc c'est pour ça que le bon raisonnement à avoir en fait, c'est de comprendre l'ensemble des modèles, même si c'est pas facile à avoir parce qu'il y a encore beaucoup de modèles aujourd'hui. Et pour savoir lesquels utiliser au quel moment et potentiellement aussi savoir lesquels mélanger parce que certains outils vont avoir des forces pour créer avec un seul prompt. D'autres outils, on va utiliser une image qu'on va pouvoir mettre en image de référence et appliquer un style différent. D'autres images qui vont être plus spécifiques, liées à de l'inpainting pour modifier à l'intérieur d'une image, etc. etc. Donc c'est vraiment l'expérience, c'est l'expérience qui va faire qu'on comprend un peu tout cet univers d'outils qu'on a en possession pour créer des contenus visuels. Après, une fois qu'on a compris tout ça, que l'IA c'est un outil, on peut venir un peu plus dans le concret et avec quelques règles de base que je pourrais donner avec mon expérience sur le prompt en production visuelle. En premier lieu, là j'ai essayé de faire deux images en partant juste d'un prompt très basique où je me suis dit je vais faire un professeur qui est derrière son bureau et qui dit à un élève de sortir de la classe en pointant du doigt la porte, en pointant du doigt pour le faire sortir. Quand on va l'écrire comme ça de manière, on va dire, si on mettait le micro en marche et qu'on prononçait nos prompts à voix haute,
on aurait un peu cette image à gauche qui est en soi pas déconnante, ça marche un peu, mais elle n'est pas très bien structurée, elle n'est pas bien faite. C'est pas ce que j'avais en tête en tout cas. Et on a le professeur qui pointe vraiment la porte. Donc on a compris que quand on va parler comme on parle à l'oral, le prompt, en tout cas l'IA va pas forcément le comprendre de la bonne façon. Donc il faut bien comprendre qu'on parle à une machine, et quand on va vouloir ce plan-là par exemple, on va plutôt dire qu'on veut un professeur qui est derrière son bureau, au premier plan, avec une salle de classe en arrière-plan, une lumière naturelle, et qui va pointer du doigt avec le bras tendu sur un côté de l'image vers le hors-champ. Et là, on aura une image qui correspondra déjà beaucoup plus à ce qu'on a en tête. Donc un peu six petits points aussi à avoir en tête, c'est de jamais mentionner, comme je viens de le dire, ce que tu ne veux pas voir. Bien choisir aussi ces verbes d'action. On va éviter des verbes un peu trop génériques comme être, avoir, faire, parce que ça ne va pas être assez précis, mais essayer d'être un peu plus précis dans l'action. Dans le même sens, soyez précis. J'ai mis deux exemples. Il est en colère, ou à côté, on va mettre il est furieux, il fronce les sourcils, rougit, crispe ses poings jusqu'à blanchir ses phalanges et à faire apparaître les veines sur son crâne. On sait bien qu'en utilisant ces deux prompts-là, d'un côté, on aura des résultats qui vont être très aléatoires et potentiellement on va perdre beaucoup de temps et beaucoup d'itérations, alors que le deuxième, on va savoir directement, on va beaucoup plus être précis dans ce qu'on va recevoir. La hiérarchie de l'information, comme je vous ai dit sur le prompt juste avant, j'ai dit un professeur qui est derrière son bureau dans une salle de classe. J'ai pas dit une salle de classe dans laquelle j'ai un professeur qui est derrière son bureau, parce que souvent la hiérarchie a une importance, et si on dit que la salle de classe en premier lieu, on va plutôt avoir tendance à avoir un grand plan large d'une classe, parce que la hiérarchie va avoir plus d'importance sur ce mot classe qui va être pris en premier par l'IA. Il faut aussi accepter le caractère imprévisible de l'IA, parce que même si on veut tout contrôler, on ne peut pas. Et des fois, d'utiliser un prompt avec une IA, des fois, surtout sur la vidéo, on aura des meilleurs résultats des fois avec d'autres modèles sur lesquels on n'aura peut-être pas forcément pensé en premier lieu. Donc toujours le caractère imprévisible qui demande de l'itération. Et comme je disais tout à l'heure, de l'adaptation du test et de l'expérience, parce que chaque outil est différent et c'est l'expérience qui crée l'expertise. Ensuite, on peut aller plus loin dans le prompting, et là, je vais peut-être rattraper un petit peu des gens qui étaient plus concentrés, parce que là, on revient dans le code avec le JSON prompt, où là, c'est pas une façon d'être plus créative d'utiliser cette façon de prompter, mais c'est juste une façon de hiérarchiser, de verrouiller et d'éviter en fait les interprétations parasites de l'IA, parce qu'on va pouvoir détailler vraiment des choses précises et les encadrer dans des parties bien spécifiques. Si je reprends l'exemple d'une salle de classe, si j'avais dit je veux un professeur avec un t-shirt rouge, un pantalon rouge et des chaussures rouges, dans une salle de classe, il y a des chances que si je le mets en prompt comme ça, il y ait aussi beaucoup d'éléments derrière dans la classe qui soient rouges, parce que le mot rouge va avoir une importance. Alors qu'avec cette façon de prompter, si on reste dans l'environnement et qu'on met le sujet avec ces caractéristiques-là, on ne va pas avoir ce côté rouge dans les autres parties. Donc ça permet de séparer les intentions, de définir qui fait quoi et de fixer des priorités assez claires. Et une fois qu'on a fait ça aussi, on peut se rendre compte que les prompts, des fois on revient sur des prompts un peu plus classiques, parce qu'on aime aussi ce caractère imprévisible de l'IA, et des fois de revenir sur des prompts beaucoup plus courts, ça permet aussi d'avoir des fois des meilleurs résultats. Donc les deux sont à connaître et à utiliser en tout cas. Il y a les bases de la connaissance technique qui restent importantes quand on fait de l'IA, notamment sur la photo et la vidéo, parce que derrière il y a beaucoup de termes qui vont être liés à la technique et qui vont rester forcément quand on va créer de l'image, qui vont rester parce qu'on va prompter, on va donner des détails qui sont propres à l'image et qui sont propres à l'audiovisuel. Donc juste des exemples très précis, mais au moins pour être assez visuel quand je parle de ça. Par exemple, ce côté anamorphique, c'est une sorte d'objectif, les objectifs anamorphiques, qui vont créer une distorsion dans le flou d'arrière-plan. Ça paraît très précis comme ça, mais quand on regarde la comparaison sur ces deux images, on a une image qui est assez corpo, classique en bas, et on a une image au-dessus qui est un peu plus cinématique. Et même si c'est inconscient dans l'image, dans le rendu, on a ce rendu un peu plus cinématique. Et si on ne connaît pas ce genre d'objectif, on ne va pas pouvoir le prompter. Et c'est là où c'est un peu dommage, parce qu'on se bride, en tout cas, dans le type d'image qu'on peut créer. Pareil à gauche, c'est pour vous montrer un peu cet effet d'anamorphique. Derrière, après, c'est aussi sur les couleurs, la notion des couleurs derrière ce que ça représente, donc toutes ces notions-là.
toutes ces notions liées à des appareils photo, des caméras qui vont avoir une signification importante aussi, vraiment une importance assez forte dans la production de visuel, parce que sur des grands angles et sur des focales de 200 mm à travers des objectifs, bah, ça crée vraiment une différence en termes de rendu. Et tout ça, c'est important de le comprendre. Et j'ai mis aussi des exemples d'images de publicité qu'on peut voir actuellement. Il y a des tendances aussi qu'il faut connaître dans la publicité, notamment par exemple si on reprend là, c'est vraiment à chaque fois des images qui sont faites en grand angle, donc en 14 mm par exemple, comme on peut le voir là. Tout ça, c'est des choses aussi qu'il faut connaître, un peu cette culture visuelle pour obtenir en tout cas des images précises et qui vont correspondre à une DA précise. Pour l'intégration, en tout cas dans le processus créatif, il peut y avoir différents degrés d'intégrer l'IA. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grande partie des productions qui intègrent l'IA déjà sont dans ces process de création. C'est à quel niveau on l'intègre. Il y a beaucoup qui l'intègrent qu'au niveau 1, c'est-à-dire en pré-prod, mais ça va servir à analyser un marché, à déceler des insights, à trouver du coup des concepts pub derrière toute cette analyse-là. Derrière, ça va permettre aussi de tester des DA, des directions artistiques, améliorer un script ou mettre en vie aussi, par exemple, un storyboard. Ça permet de mettre en vie un storyboard, ça permet de ne pas se tromper après quand on passe en production, parce que ça permet déjà de déceler des choses qu'on va adapter après sur le tournage. Après, les productions hybrides, ça va être pour enrichir un tournage réel, donc correction de décor, correction, intégration de background en IA, etc., VFX, son, voix off, il n'y a pas de limite dans ce qu'on veut intégrer ou pas. Et le degré 3, c'est le 100% IA, donc la production full IA, toujours guidée par l'humain, bien sûr. Ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est qu'il n'y a pas une réponse unique quand on pose la question à quel moment dans mon projet je dois intégrer l'IA, est-ce que je dois faire du full IA ou juste en parcimonie. C'est qu'à chaque fois, il y a des contextes, des budgets et des contraintes. Et que dans certains contextes, ça va faire sens complètement de tout passer en IA. Je prends par exemple l'ADS, le concept de d'ADS, vraiment de tester des ads en Facebook, en Instagram, etc. Ça va être pertinent parce que pour un même budget, par exemple, de production, on va pouvoir faire beaucoup plus de contenu. Donc on va pouvoir augmenter la quantité de pubs et donc pouvoir tester beaucoup plus de pubs, voir celles qui marchent, voir celles qui marchent pas, décliner aussi les visuels, les vidéos, enfin, voilà, vraiment tous les assets qui vont être derrière des campagnes de pub. Et donc là, ça a vraiment du sens de passer en IA. Ça permet aussi d'augmenter la production de contenu en social media, même organique, ou d'enrichir avec des contenus plus créatifs. Là où je mets un point jaune, c'est vraiment au cas par cas et au sur-mesure. En fait, on va décider sur des visuels de campagne ou des présentations de produits, des vidéos de produits, etc. C'est là où on va décider au cas par cas, est-ce que c'est mieux de le faire en IA ou pas. Moi, j'ai des clients aujourd'hui qui ont décidé de faire ces visuels de marque, même des visuels qui sont très importants, qui sont sur des catalogues diffusés dans le monde entier et pendant plusieurs années, et qui veulent le faire en IA parce qu'ils ont cette marge de manœuvre aujourd'hui de pouvoir faire ce qu'ils veulent et pouvoir tester plein de concepts avant de choisir la bonne direction artistique. Et derrière, j'ai mis un point un peu plus orange pour la côté publicitaire, parce que en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que plus on a une diffusion qui va être large, plus on va avoir un budget qui va être important, plus du coup, normalement, on a un budget aussi qui va être important pour la production de ce contenu-là. Et du coup, moi qui suis vraiment spécialisé en IA, si demain ou hier, par exemple, Intermarché venait me voir pour me dire je veux faire une publicité pour Noël, bah, je leur ai dit la même chose que ce qu'ils ont fait. Je leur ai dit ça n'a pas de sens de faire de l'IA. Si vous avez le budget pour faire de la production avec le meilleur studio de production d'effets graphiques en France, on va le faire. Et j'aurais dit exactement la même chose. En fait, c'est de bien comprendre que chaque contexte a ses problématiques et qu'il faut intégrer l'IA quand c'est pertinent. Et donc pour terminer un peu brièvement, c'est un peu là des productions que j'ai fait l'année dernière, et c'est pour vous montrer un peu le panel de productions dans lequel l'IA peut s'intégrer, aussi bien dans je prends vraiment le stade 0, la vidéo virale sur TikTok comme tout le monde l'a vu. Ça marche bien, c'est viral, ça apporte beaucoup de reach en termes vraiment d'investissement, de qualité d'investissement et de retour qu'on peut avoir, c'est énorme parce que pour une marque, ça demande peu d'investissement et ça peut rapporter beaucoup de reach. Derrière des visuels de marque, comme je disais, des shootings de mode, d'intégrer dans des visuels réels de l'IA pour de l'événementiel, pour montrer un mood, etc. Des visuels 3D aussi, du snack. Vraiment, à tout niveau, j'ai intégré de l'IA dans beaucoup de projets.
Je peux prendre des projets un peu phares que j'ai eu l'année dernière, c'est notamment avec Franck Provost, où j'ai fait plus de 100 visuels, où il a fallu refaire toutes les coiffures en IA avec un rendu de réalisme au maximum, parce que le but c'était de les imprimer et de pouvoir les mettre dans tous les bouquins qui vont permettre aux clients de s'inspirer pour des coiffures. Et donc le degré, c'est pour ça que j'ai atteint moi, en tout cas ce degré de réalisme absolu, parce que entre une frange concave, maintenant je m'y connais un peu en coiffure, et une frange balayée, effilée, il y a beaucoup des fois c'est très subtil, mais avec l'IA on peut y arriver maintenant, en faisant de l'inpainting, en faisant des choses très précises, on y arrive. En vidéo, donc j'ai pas pris le côté de la vidéo, mais c'est vrai qu'en vidéo maintenant on a encore quelques contraintes, notamment quand on intègre du personnage dans les vidéos, même si avec des modèles comme Sora, on a des mouvements qui sont hyper réalistes. Moi, c'est là où je mettrais quelques limites, et j'ai même eu, récemment encore, des demandes pour intégrer de l'IA dans des publicités, même TV. Donc quand on me demande pour des avatars, par exemple, pour créer des contenus un peu stylés, des contenus en illustration, là, ça va bien marcher, parce qu'on va pouvoir créer des choses vraiment très créative et aller pousser le curseur et tester plein de choses, donc là ça marche bien. Par contre, quand on m'a demandé pour une marque un peu premium, haut de gamme, de vêtements, si on pouvait faire une production full IA juste pour optimiser les gains de budget sur la production, là j'ai dit moi j'y allais pas, je le ferai pas, parce que pour moi je pense que c'est pas bien de le faire, ça va pas être pertinent, et comme je disais depuis le début, en fait il faut être aligné sur son concept avec sa marque et en fait le faire de manière pertinente. Et si on a un budget média qui permet d'aller sur la pub TV, il faut pouvoir se permettre en tout cas aujourd'hui de continuer de filmer, je pense, de l'humain quand c'est possible, et d'intégrer de l'IA d'une autre manière qui va correspondre en tout cas être aligné avec son concept, et de le faire avec du background, etc. Mais en tout cas que ça réponde surtout au concept et à ce qu'on veut faire avec. Et voilà, dernière slide. Où allons-nous? C'est un peu voilà, ma vision sur un peu le futur de la production de contenu en IA. C'est qu'il va falloir faire davantage de contenu pour les marques, parce que tout ce qu'on peut générer facilement avec quelques prompts, ça va devenir la norme, et du coup il va falloir muscler un peu son calendrier éditorial, parce que il y a certaines déjà plateformes social media comme TikTok qui imposent de plus en plus de régularité, de poster tous les jours, etc. Ça va devenir un peu la norme, parce que voilà, il y a déjà une masse de contenu qui est publié tous les jours, mais il va falloir encore continuer à le faire, en tout cas garder cette créativité derrière cette production de contenu. Là c'est facile, on va être vers des modèles toujours plus réalistes, précis, adaptables et personnalisables. Mais personnalisables aussi, je le pense, parce que j'ai vu même cette semaine, j'ai pas encore testé ce nouvel outil, mais on peut intégrer maintenant des lights par-dessus des plans ou des images qui ont déjà été créées, donc des lights en hors-champ, directement en les plaçant dans un univers 3D pour relighter des vidéos ou des images. Donc ça va être encore plus pertinent pour des artistes ou même des photographes qui utilisent déjà et qui ont déjà ces compétences de maîtriser des setups de light, pour pouvoir le faire maintenant en IA. Donc, le métier se transforme encore. Et j'ai mis cette notion aussi de branding pour moi qui va être hyper important dans les années à venir. Ça fait lien aussi à ce qui a déjà été dit tout à l'heure, parce que le branding, la personnalisation de marque et faire qu'on va se différencier, ça va être hyper important, là où tout le monde va pouvoir créer du contenu facilement. Donc pour moi, ce côté branding et ce côté différencié est vraiment hyper important dans les années à venir. Et s'autoriser aussi à être plus créatif avec l'IA, mais garder toujours l'intention créative et l'alignement avec son ADN comme priorité. Voilà, merci. Si vous avez des questions.